Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Mister Gestion, l'hebdo de la finance. Aujourd'hui, au programme, la notion de valeur ajoutée et tous les impôts qui existent sur cette base. En premier lieu, la CVAE. C'est- Alors, la notion de valeur ajoutée, on en parle en ce moment, notamment dans le budget de 2026 qui est en train d'être négocié en ce moment. Enfin, le budget en tout cas d'un examen auprès de l'Assemblée nationale. Et on entend beaucoup parler de l'impôt lié, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et ça va donc donner envie de vous parler de ce que c'est que la valeur ajoutée. On entend au moins parler dans quatre, quatre terminologies, que ce soit la TVA, puisque TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée, comme un indicateur qu'on entend beaucoup parler dans les soldes intermédiaires de gestion, dans les plaquettes des experts comptables sur vos entreprises. Il y a cette notion-là de valeur ajoutée. Et à travers un autre impôt, la CVAE, c'est surtout ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais même, c'est dans la formule pour calculer votre participation, ou la participation que touchent les salariés sur les fruits des résultats de l'entreprise. Et avant toute chose, la valeur ajoutée, souvent, on entend parler dans le langage courant. La valeur ajoutée, c'est nous. Et les hommes, c'est la valeur que les hommes donnent à leur travail. Et on trouve ça dans le langage commun, mais c'est vrai que d'un point de vue financier, c'est pas le vocabulaire qu'on utilise de manière privilégiée. Là où on entend le plus parler de la CVAE, bah, c'est de la valeur ajoutée, pardon, c'est surtout à travers la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Or, la valeur ajoutée, d'un point de vue, là, je vais faire un peu de l'économie générale, c'est souvent les ventes moins les consommations. C'est ce que je vends, moins ce que j'achète de manière directe pour mes consommations. Si je prends un peu ça en terminologie de TVA, ça veut dire que si vous achetez des NP, des matières premières, pour 100 € et que vous fabriquez à travers cette matière première un PF, un produit fini, pour 180 €, eh bien, vous allez avoir une marge. Voilà, bah, vous les revendez plus cher que ce que vous l'avez acheté. Et cette marge, dans le jargon, ça s'appelle la VA, la valeur ajoutée. Si je le vends 180 € alors que j'avais acheté la matière 100 €, je fais une marge, une valeur ajoutée de 80 €. Et c'est là-dessus que de manière, on va dire, assez théorique, on applique la TVA. Donc la TVA qu'une entreprise va avoir à reverser sur ce produit-là, ça va être sur les 80 € fois 20%, 20% étant le taux de TVA commun, ça va me donner 16 €. Et donc 16 €, c'est le montant du virement à verser par l'entreprise, heu, sur cette opération-là à l'État. Si c'était la seule opération du mois, il faudrait faire un virement de 16 €. Dans les faits, on va dire la vérité, la TVA ne se calcule pas vraiment comme ça. On ne calcule pas, la valeur ajoutée que je réalise à chaque fois pour en déduire un montant de TVA à payer. C'est pas du tout comme ça que ça se réalise. Dans les faits, mensuellement, une entreprise fait une soustraction entre la TVA collectée et la TVA déductible. C'est comme si elle avait un double paquet de factures, à ma gauche, mes ventes on ressort la TVA là-dessus. À chaque fois, j'ai un hors taxe, la TVA à 20%. Et quelque part, ça me fait ma TVA collectée. Et de l'autre côté, à ma droite, j'ai mes factures d'achat. Et à chaque fois, j'ai un total de factures hors taxe là-dessus et de la TVA à ce sujet, de la TVA qu'on va dire déductible. Donc ici, si je reprends l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, on revend 180 € quelque chose qu'on a acheté 100 €. On va d'abord calculer la TVA collectée mensuellement, on va faire une grande addition. Si c'est la seule opération, ça fera 181 € fois 20%, ça fera 36 € et je globalise la TVA sur les ventes. Alors qu'à l'inverse, pour la TVA déductible, 100 fois 20%, ça va me faire 20 €. 36 moins 20 €, on retombe sur mes 16 €. Alors que tout à l'heure, on avait calculé une valeur ajoutée de 180 moins 100, ça faisait 80 €, fois 20%, je retombais bien sur les 16 €. Mais dans les faits, toute personne qui s'occupe de la TVA dans une entreprise, dans les services comptabilité, quand il calcule la TVA, il ne pense absolument pas à la notion de valeur ajoutée. C'est presque un argument, qui n'est pas un argument, c'est plus un élément de marketing, un élément de communication qu'une notion vraiment avérée. Voilà pour la notion de valeur ajoutée par rapport à la TVA.
Ensuite, la valeur ajoutée, on entend parler également comme simple indicateur. On le voit des fois dans les plaquettes. Ici, cette notion de valeur ajoutée, c'est un SIG, un solde intermédiaire de gestion. Bon, en gros, un indicateur. Dans le monde anglo-saxon, on dirait les PNL, Profit and Loss. Ces documents qu'on essaye de sortir mensuellement, ou au pire annuellement, pour étudier la rentabilité d'une entreprise. En France, il y en a plusieurs. On commence avec la marge commerciale, la production de l'exercice, et on arrive à la valeur ajoutée. Il y en a d'autres derrière, comme l'excédent brut d'exploitation et le résultat d'exploitation. Donc parmi tout cela, il y en a un qui est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? Eh ben, c'est tout ce que j'ai mis en vert à l'écran. Les produits, dans les produits, on va retrouver les ventes de marchandises. Donc les produits, je vous rappelle, c'est les gains, les gains encaissés par l'entreprise, pas forcément encaissés d'ailleurs, en tout cas les gains de l'année, de l'exercice, vente, chiffre d'affaires, la production stockée et la production immobilisée qui correspond au potentiel de production lié à la fabrication en interne d'immobilisation. Bref, l'essentiel, c'est le chiffre d'affaires, corriger des stocks. Et en charge, on va avoir des achats de marchandises et de matières premières, tout ce qui m'aide dans mon activité habituelle pour fabriquer ou pour vendre. Corriger des stocks, les variations de stock. Et il y a l'autre poste, autre achat et charges externes. Autre achat et charges externes, ça signifie en gros toutes les factures liées à des frais généraux que vous recevez de vos fournisseurs. Donc, autre achat et charges externes, ça va être de l'énergie, gaz, électricité, carburant, ça va être des assurances, entretien et réparation, des loyers, de l'intérim, des frais de déplacement, hôtel, restaurant. En tout cas, dans la valeur ajoutée, pour simplifier, c'est un peu l'ensemble de vos ventes moins l'ensemble de vos achats aux fournisseurs. Mais dans cet indicateur-là, dire que c'est une marge brute, j'ai du mal. C'est pas vraiment une marge. C'est vraiment ce qui me reste comme marge. C'est vraiment une marge élargie après avoir payé toutes mes factures. À la fois des coûts directs, comme la matière première, mais également des frais généraux, puisqu'il y a des loyers, des entretiens, réparations, des assurances, etc. En compta, en produit, on a les comptes 7 et en charge les comptes 6. Donc, un comptable vous dirait que la valeur ajoutée, on fait des comptes 70 à 72. Donc, les produits sont mis en vert. Moins les comptes 60 à 62, puisque toutes les charges commencent par le compte 6. Les comptes 60 à 62, ce sont tous les comptes d'achat. Voilà là-dessus. Dans le cadre d'une entreprise, on va généralement vous dire que la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. Je suis pas du tout fan de cette explication que je trouve très théorique. Néanmoins, théorique ou pas, moi j'aime bien appeler ça la valeur ajoutée comme une marge après achat. Néanmoins, cette notion-là, elle est hyper importante au niveau de l'économie générale, puisque la valeur ajoutée, si vous additionnez toutes celles générées par les entreprises présentes sur le territoire français, ça vous donne le PIB, le produit intérieur brut. Et quand on vous parle du fameux taux de croissance français qui peine à dépasser les 1%, le fameux taux de croissance sur lequel les politiciens scrutent soigneusement, eh bien, ce taux de croissance, c'est calculé à partir du PIB. C'est la différence entre le PIB d'une année par rapport à celui de l'an dernier. Ouais. D'un point de vue économie générale, on dit également que la valeur ajoutée, c'est un élément de redistribution entre les différents partenaires de l'entreprise, que ce soit les salariés, que ce soit les actionnaires, la banque à travers les intérêts d'emprunt, l'État à travers les impôts taxes. Les salariés, c'est à titre notamment des salaires qu'ils touchent et de la participation. Alors la valeur ajoutée, c'est pas forcément l'indicateur que vous allez le plus parler. Vous entendrez plus facilement parler de marge brute ou en tout cas d'EBE. EBE, excédent brut d'exploitation, dont on parle également dans le monde anglo-saxon d'EBITDA. J'en vous en dis juste deux mots. L'EBE, c'est vraiment ce qui vous reste après avoir payé, ce qui vous reste de votre chiffre d'affaires, de votre potentiel de production, après avoir payé deux choses. Et les deux choses, ce sont les achats, marchandises, matières premières, autres achats et charges externes, et essentiellement les charges de personnel, rémunération du personnel et charges sociales. Et également les impôts taxes. Comme vous voyez, la VA limite aux achats,
matières premières et marchandises, autres achats et charges externes, alors que l'EBE va plus loin et va déduire deux grandes choses, les achats et les charges de personnel, à travers la rémunération et les charges sociales. On y reviendra dans une autre vidéo. Et voilà pour la valeur ajoutée en tant que seul intermédiaire. Alors après la VA au sens de la TVA, la VA en tant que seul intermédiaire de gestion ou d'indicateur, l'AVA du projet de loi de finances pour 2026. Je tourne cette vidéo, il est le 28 octobre 2025 et hier soir, l'Assemblée nationale en séance plénière a validé l'article 11 du projet de loi de finances pour 2026 prévoyant une nouvelle trajectoire pour la CVAE, la fameuse cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La CVAE, contrairement à la TVA, c'est une vraie taxe pour les entreprises. Ça a un coût supplémentaire. C'est un impôt de production, alors que la TVA, on verse la TVA sur les ventes, on se fait rembourser de la TVA sur les achats. C'est assez neutre. C'est même un neutre pour la rentabilité de l'entreprise. C'est pas le cas de la CVAE. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne vous y trompez pas, c'est pas vraiment une cotisation, c'est une taxe, un impôt local. Les bénéficiaires, ce sont les communes et les intercommunalités. C'est un vestige de la taxe professionnelle dont les dernières heures ont eu lieu en 2009, pardon. 2009, fin de la taxe professionnelle et remplacement par un agrégat de deux impôts, les contributions économiques territoriales, la CET, qui elle-même se distingue en deux impôts, la CFE, cotisation foncière des entreprises, mais c'est pas le sujet du jour, et la fameuse CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y en a une qui taxe le foncier et l'autre qui taxe la marge, la VA, la valeur ajoutée. Et on y vient. Comment fonctionne cette taxe? Le taux, il va dépendre des ventes, de votre chiffre d'affaires. Et la base, elle va dépendre de la valeur ajoutée fiscale. Mais attention, la valeur ajoutée fiscale, c'est pas la valeur ajoutée de la TVA et c'est pas non plus la valeur ajoutée de l'indicateur. Les 4 valeurs ajoutées que je vais vous évoquer aujourd'hui, les 4 sont totalement différentes. Enfin, j'exagère, ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais le cœur du réacteur reste identique. Donc, cet impôt, un taux fois la base. C'est un impôt déclaratif. C'est aux entreprises de calculer elles-mêmes leur valeur ajoutée et de renvoyer un document et un imprimé fiscal CERFA où, en quelque sorte, elles calculent leur CVAE avec le virement qui va avec. Alors, le taux maximum, il y a un taux maximum de CVAE qui dépend du chiffre d'affaires, mais elle reste constant quand vous dépassez 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour les grands groupes, les grandes entreprises, le taux est à peu près toujours le même, puisqu'elle dépasse largement les 50 millions d'euros. En 2010, il était de 1,5 pour ce genre d'entreprise, depuis 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et petit à petit, c'est mis à baisser, puisqu'il y a une volonté sous Emmanuel Macron, sous sa présidence, de supprimer cette CVAE, en tout cas d'en abaisser le poids, puisqu'on en serait les champions d'Europe des impôts de production. Avoir des impôts sur le bénéfice, c'est une chose, avoir un impôt sur la production, c'en est une autre, et c'est assez critiqué par les investisseurs étrangers. On serait les deuxièmes derrière la Suède en termes de poids d'impôt de production en France, enfin dans l'Europe, pardon. En 2021, les taux ont été divisés par 2 et en 2023, les taux ont été à nouveau divisés par 2, avec un objectif de réduction et de suppression progressive. Et ensuite, il faut aimer le changement. Puis il y a un impôt. Il représente à lui seul toute l'atmosphère d'insécurité juridique, fiscale en France, c'est bien celui-là. Une année, un changement pour la CVAE. Lors de la loi de finances pour 2023, il était prévu qu'on réduise la CVAE de moitié en 2023, ce qui a bien eu lieu, et qu'on la supprime en 2024, ce qui n'a pas eu lieu. L'année d'après, loi de finances pour 2024. À chaque fois, les lois de finances pour l'année à venir sont discutées entre octobre et décembre. Donc octobre et décembre 2023, on a discuté de la loi de finances pour 2024. Et là, il était finalement prévu qu'on la supprime en
2027, avec une réduction d'un quart à chaque fois en 2024, 2025, 2026. Ouais. Je sais pas si tu as eu lieu. Puisque lors de la loi de finances pour 2025, qui, elle, a eu lieu tardivement, en février, 14 février 2025, du fait de la censure du gouvernement Barnier et du remplacement par le gouvernement de François Bayrou. Et bien lors de la loi de finances pour 2025, il a été prévu de le décaler la suppression de 3 ans. Et au lieu que la suppression progressive ait lieu entre 2025 et 2027, non, mais en tout cas, elle a été décalée à la période 2028-2030. Et là, loi de finances pour 2026, celle-là même qui est actuellement en discussion, roulement de tambour, que s'était passé, et bien finalement, la suppression est avancée en 2028. Enfin, avancée, reculée, question de point de vue suivant l'année où on se positionne. En tout cas, de 2030, ça serait avancé à 2028. Et là où on a plein d'impôts qui ont bougé lors des derniers jours en séance plénière par le jeu des amendements, là, pas d'amendement. Là, on valide l'article 11 du projet de loi de finances pour 2026. Ça serait bel et bien supprimé en 2028, en tout cas dans ce budget fiché. On reprend sur la CVAE. Donc voilà l'évolution selon l'article 11 du PLF 2026. PLF pour projet de loi de finances. En tout cas, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 50 millions d'euros. J'ai mis à droite, là, tout ce qui était prévu par l'ancienne loi de finances qui voyait une suppression définitive en 2030. Donc ça veut dire que en 2025, on avait un taux global de 0,28%. C'est vrai que c'est marqué 0,19 plus 47,2. 47,2 de la CVAE. Donc, il faudra payer pour 2025 0,19 plus 47,2% de 0,19. Parce qu'ils ont inventé une contribution supplémentaire à la CVAE pour des raisons juridiques et de délai. En gros, notre CVAE global identique à l'année 2024. Donc ça nous faisait 2 années pour une fois de stabilité de CVAE. Et bien en 2026, au lieu de payer à nouveau 0,28, on paierait 0,19 au maximum. Et en 2027, seulement 0,09 avant une éventuelle suppression définitive en 2028. Éventuelle, puisque le projet de loi de finances doit être finalement voté, donc au plus tard fin décembre, si tout se passe bien. Donc c'est pas le texte définitif, et aussi parce que nul ne sait ce qui se passera les projets de loi de finances futurs. Sachez que les entreprises qui ont entre 500 000 et 50 millions d'euros, puisqu'en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas taxé. Donc entre 500 K et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, c'est un barème qui est fonction de votre chiffre d'affaires. Ben justement, parlons-en du chiffre d'affaires au sens de cet impôt, la CVAE. Attention, il y a CA et CA. Et le CA pour la CVAE, c'est pas le CA. Ça serait trop simple. Je vous donne quelques éléments de compréhension. On y prend le chiffre d'affaires classique, mais on y met également les redevances de droits d'auteur, ce qu'on intègre généralement dans la mouture autres produits dans un compte de résultat. Dans un compte de résultat, vous avez dans la colonne produits, chiffre d'affaires, variation de stock, et vous avez également les autres produits dans lesquels on a les redevances de droits d'auteur, sur les brevets, les marques et autres. Ça, officiellement, ce n'est pas du chiffre d'affaires, mais c'est bien un produit. Et dans la CVAE, c'est retraité comme du chiffre d'affaires. Ils y intègrent même certaines plus-values de cession quand on vend des immobilisations, donc des biens d'équipement, généralement. Des machines, des choses comme ça, qui se rapportent à une activité normale et courante, c'est-à-dire qui se rapportent à votre activité, notamment vos machines, ce qui n'est pas ce que vous vendez le plus. Voilà ce que c'est que le CA pour la CVAE. C'est pas forcément votre chiffre d'affaires habituel, c'est un chiffre d'affaires plus large. Pareil, pour l'AVA, quelle est la valeur ajoutée de la CVAE? Celle-là même à laquelle on est taxé. Et ben l'AVA, c'est pas l'AVA des soldes intermédiaires de gestion, c'est pas la marge. Il y a plusieurs ajustements, des ajustements d'ordre quoi. Notamment, on le sait que dans la marge, il y a les ventes, corrigées des stocks, moins les achats de matières premières et marchandises,
corriger des stocks. Bon, ça, c'est pas un problème, c'est pas retraité. Et il y a la fameuse étiquette autres achats et charges externes. Si vous vous souvenez que je reviens en arrière, c'était ce schéma-là. Celui-ci, vous voyez, achat marchandises, l'évaluation de stock et les autres achats et charges externes. Et c'est lui qui pose problème. Autres achats et charges externes, c'est tout ce que vous achetez auprès des fournisseurs qui n'est ni de la matière, ni des marchandises. Alors, que dit la VA au sens de la CVA, de la CVAE? Eh bien, on va exclure certains frais, notamment les locations de plus de 6 mois. Les loyers, ce sont bien des factures d'achat. Ce sont bien des factures fournisseurs. On est censé les déduire, et ben pas celles qui correspondent à des loyers de plus de 6 mois. Donc classiquement, des loyers sur des bâtiments, ou alors des loyers sur des véhicules, qui généralement sont sur plus de 6 mois, ou du leasing, du crédit bail. Tout ceci va donc ne pas être déduit de la valeur ajoutée, parce qu'on va se dire, si vous achetez ce véhicule-là, vous allez le garder. Et il ne va pas y avoir de loyer. Vous allez avoir une autre charge qu'on appelle les amortissements. Et les amortissements ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée. Donc, pour assurer une cohérence, les loyers de plus de 6 mois, si on choisit de ne pas être propriétaire mais locataire de long terme, on ne peut pas les déduire. C'est un ajustement anti-optimisation. Et deux, les dotations aux amortissements. On l'a dit, les dotations aux amortissements ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée. Mais dans le sens inverse de ce que je viens de vous dire pour les loyers depuis 6 mois, il peut très bien y arriver que vous soyez propriétaire d'un bâtiment et que vous le mettiez pour une partie en location à une filiale ou à une autre. Et donc, du coup, donc ces dotations aux amortissements, il va y avoir une déduction des amortissements sur les biens loués plus de 6 mois, pour lequel on va percevoir des loyers. Alors, la condition, c'est que vous perceviez des loyers dessus, donc un produit. Donc, il faut que vous en soyez propriétaire. Il faut que vous le mettiez en location plus de 6 mois, à une filiale, par exemple. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir déduire les amortissements. Voilà pour la CVAE, tout ce que je pouvais vous dire. C'est donc un impôt spécifique avec une base spécifique, proche de la marge. Un impôt dont on a beaucoup entendu parler pendant le projet de loi de finances pour 2026, et c'est peut-être pas fini. Donc, VA pour la TVA, la valeur ajoutée en tant qu'indicateur, la valeur ajoutée pour un impôt qu'on appelle la CVAE, et on utilise même la valeur ajoutée pour une autre forme, votre participation au résultat. Je dis vous votre si vous êtes salarié parce que vous pouvez également en bénéficier parfois, suivant votre statut. On appelle ça la RSP, la réserve spéciale de participation, qui est obligatoire dans les structures de plus de 50 salariés. Il y a une formule légale qui nous date du général de Gaulle. Ça remonte à loin. Elle est critiquée sur sa formulation. C'est pour ça que bien dans les entreprises, en plus de la participation, prévoit un accord d'intéressement dont la formule est libre. Néanmoins, voyons comment ça se calcule. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les entreprises ont l'obligation de verser à leurs salariés une participation dont l'enveloppe globale annuelle est égale à une formule qui est la suivante. La moitié fois le bénéfice, qui est un bénéfice fiscal, pas le bénéfice de la compta, moins 5% des capitaux propres, le tout multiplié par les salaires, la somme des salaires bruts, que redivise la valeur ajoutée. Et encore une fois, on a une notion de valeur ajoutée. Et surprise, cette valeur ajoutée, c'est pas celle des seuls intermédiaires de gestion, et ce n'est pas celle non plus de la CVAE. Encore une troisième notion de la valeur ajoutée. Une nouvelle. Et cette valeur ajoutée est définie par le code du travail. Mais déjà, avant d'aller plus loin, quelle est la logique de cette formule? La logique, elle existe. C'est-à-dire que aux salariés, je vais reverser une partie du bénéfice. Ce n'est pas tout. On va en enlever 5% des capitaux propres à titre d'autofinancement. Voilà, une part qu'on laisse aux associés pour réinvestir dans la boîte. Voilà. Donc, je vous reverse aux salariés, à vous salariés, une partie du bénéfice, mais attention, au prorata de ce que vous, les salariés, à qui je verse donc des salaires,
vous participez à la constitution de la marge, donc la valeur ajoutée. Voilà. Reversement aux salariés d'une partie du bénéfice au prorata de ce qu'ils participent à la marge. Voilà la philosophie de cette formule. Alors, quelle est cette valeur ajoutée? Eh bien, au sens du code du travail, c'est pas la même que les seuls intermédiaires de gestion, ni celle de la CVAE. Cette valeur ajoutée, oh, elle est assez technique à calculer, mais si je devais faire simple, que par rapport à la valeur ajoutée habituelle, on y rajouterait plusieurs choses, dont les autres produits dont on a évoqué tout à l'heure, dans lesquels il y a les droits d'auteur que l'on peut bénéficier, ou même les droits d'auteur que l'on paye. On peut toucher des droits d'auteur pour des brevets, des marques, et on peut payer des droits d'auteur pour la même chose. Mais on y rajouterait, au sens du cadre du travail, les produits dits financiers, les produits de placement. Qu'en comptant, on enregistre dans les comptes 76, 7 et 6. Voilà tout ce que je pouvais vous dire à ce sujet sur cette quadruple notion de valeur ajoutée, TVA, seul intermédiaire de gestion, CVAE et participation. Si je devais vous faire un dernier point sur le projet de loi de finances pour 2026, en date du 28 octobre, hier, le 27 octobre, ils ont augmenté considérablement la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Cette espèce d'impôt sur les sociétés bis que paieront les boîtes de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Là, par amendement, un amendement gouvernemental, ils ont augmenté la partie qui dépasse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc pour les grands groupes multinationaux. Par contre, ils l'ont baissé pour les entreprises de taille intermédiaire qui font entre 1 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ce qui fait que, si vous prenez la dernière colonne, pour les plus grands groupes, ils payent un IS, un impôt sur les sociétés, à 25%, si je prends vraiment la dernière colonne. Suivant le dernier abonnement qui a été voté hier, 27 octobre, on y rajoute un taux de CSB, contribution sociale sur les bénéfices, de 3,3%. On y ajoute la toute nouvelle contribution exceptionnelle sur les bénéfices, qui n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'elle existait déjà l'an dernier. Il la proroge d'1 an, mais avec un taux différent. Mais CSB et cette CEB ont pour base l'impôt sur les sociétés, et pas le bénéfice en tant que lui-même. Si on additionne le tout, 25%, plus 3,3% de 25%, plus 37,3% de 25%, ça fait un taux global pour les grands groupes de 34,65%. On ne paye pas un taux de 25 et de 34,65% l'un dans l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo de Mister Gestion, la chaîne de l'hebdo de la finance.